Merci. Pas très facile de passer après une troupe comme ça, hein. Mais bon, vous savez ce que vous venez de voir là ou pas? Bonjour d'abord à toutes et à tous. Vous savez, c'est le haka. Le haka, origine du haka, c'est quoi? C'est une danse maori. Et ce qu'on a voulu vous montrer, c'est qu'il y avait effectivement deux temps dans cette danse. Il y a une danse que vous avez très souvent vue sur les terrains de rugby, c'est la danse guerrière au départ. Mais il y a également cette danse, cet hymne à l'amour, puisque initialement le haka était une danse pratiquée chez les Maoris dans toutes les cérémonies un peu festives. Et c'était comme ça, donc on a souhaité de faire un petit clin d'œil à ce 8 mars, puisque c'est la journée de la femme, mesdames. C'est votre journée, donc c'est notre petite manière de vous faire un petit clin d'œil aujourd'hui. Donc cette journée, on va vous l'organiser, on l'a organisée autour du thème de faire. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on va faire, on va beaucoup vous parler, non pas de stratégie, mais on va vous parler de choses qu'ont réalisé des clients. On va vous parler d'expériences dans le domaine du social, on va vous parler dans le domaine du mobile et dans le domaine du cloud, qui sont les trois thèmes de la journée. Et on a essayé de faire une structure de journée qui soit légèrement différente de ce qu'on a l'habitude de vous présenter. Et vous allez voir que nous allons articuler cela autour de trois tables rondes. Première table ronde et première expérience autour du social. Deuxième, ensuite on aura une série d'ateliers autour du social. Donc là encore, vous allez voir des choses pratiques, concrètes, des clients qui vont témoigner, des partenaires qui vont témoigner, qui vont vous montrer dans quel domaine, dans quelle mesure on a avancé, on a pu mettre en place des expériences chez des clients, et vous aurez donc des retours clients très précis là-dessus. Ensuite, à nouveau des ateliers d'experts autour du thème du mobile, et on terminera la matinée par la table ronde autour du mobile. Vous verrez que là aussi, c'est un domaine qui évolue très très vite. Et on aura donc à cette occasion sur scène, donc notamment HTC qui, je vous le signale en passant, met à votre disposition un petit concours dans le hall là-haut où ils font gagner 3 mobiles HTC. Donc participez si vous avez le souhait de le faire. Donc ensuite, l'après-midi, on aura donc une table ronde autour du cloud, là aussi avec des témoignages clients et des ateliers d'experts autour du cloud. Ceci, toujours la même structure. On parle de quelque chose, on vous le montre, on vous le démontre. Et enfin, on compte terminer cette journée aux alentours de 16h15 en fin de journée. Donc, une journée assez dense, mais une journée assez rythmée, vous l'avez vu. Alors, je ne vais pas commencer par faire ce qu'on fait d'habitude dans ce genre de manifestation. Je ne vais pas vous demander d'éteindre vos portables, mais je vais vous demander de tweeter. Hein, ça, c'est un petit hashtag qu'on a mis en place, hein, donc le LS Paris. N'hésitez pas. Vous avez vu que dans le hall, dans le grand hall au-dessus de nous, nous avons un écran 4:6 sur lequel on va reprendre vos tweets, on va les relayer. N'hésitez pas à tweeter sur cette manifestation, car nous pensons qu'effectivement, ça fait tout à fait partie de cet environnement social dans lequel nous évoluons. Nous avons enfin mis en place, avec un partenaire qui est Sogeti, une communauté à laquelle vous allez avoir tous accès. Dans cette communauté, qui sera évidemment gérée, vous le devinez, sur IBM Connection, on va pouvoir mettre à votre disposition un certain nombre de témoignages, un certain nombre de présentations, et tout ceci sera à votre disposition donc dans cette communauté à laquelle chacun d'entre vous allez avoir accès au travers de votre inscription à cette journée. Voilà donc le menu de cette journée. Assez dense, je ne vous cache pas. Par contre, avec un contenu, vous allez voir extrêmement riche, extrêmement pratique, concret. On n'est plus du tout dans les vapeurs, on est vraiment dans la réalisation. Et je vais avoir le plaisir, pour commencer cette journée, d'accueillir sur scène avec moi Christian Bonnafont. Christian. Merci Philippe. Et bravo pour l'initiative d'avoir à la fois fait venir cette troupe pour célébrer la fête des femmes et d'avoir choisi cette date, parce que je dois dire qu'il y a 3 semaines, j'étais ici pour me présenter vis-à-vis de nos partenaires, donc certains d'entre vous sont dans la salle. C'était le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Donc je dois dire qu'on a quand même l'art de choisir les dates pour nos calendriers. Donc je suis effectivement très heureux d'être là, Christian Bonnafont, et je suis en charge
de Software Group pour la France depuis le 1er janvier. Et auparavant, j'étais effectivement déjà chez Software Group comme patron des ventes. Et j'avais effectivement l'occasion d'être là l'année dernière dans la salle. Et ce qui m'avait frappé, c'était les thèmes qui étaient émergents. On commençait à beaucoup parler de réseaux sociaux d'entreprise. On avait beaucoup échangé également sur la mobilité, sur les enjeux. On avait parlé beaucoup d'usage dans le prolongement de Lotusphère de l'année dernière. Et ce que disait Philippe est très vrai. On est en train de rentrer dans des phases de concrétisation. Concrétisation d'annonces, vous le verrez, il y a des tas de présentations qui vous attendent là-haut, des démonstrations qui vous attendent, mais également concrétisation à travers des témoignages clients que vous aurez tout au long de la journée, à la fois ici et à la fois dans les ateliers, qui vous permettront de réellement, tant en tant que client qu'en tant que partenaire, de vous dire comment est-ce que je vais mettre en œuvre ces technologies, ces nouveaux usages, la mobilité, mais également les nouvelles façons de déployer des applications, notamment à travers le cloud, pour se dire comment est-ce que ces nouveaux utilisateurs qui me rejoignent aujourd'hui, nouveaux consommateurs que je voudrais capter, comment est-ce que je vais pouvoir les toucher où qu'ils soient dans leur nouvelle façon de communiquer. Et quelqu'un était sur scène, notre nouvelle présidente d'IBM au niveau mondial, Ginny Rometty, était ici il y a 3 semaines sur scène, et elle nous parlait à nous, IBMers, et elle nous disait « Mon ambition, c'est de transformer IBM, de devenir un social business. Et vous, IBMers, alors c'est vrai qu'on est déjà on a déjà pas mal avancé sur le sujet, on a 75 000 communautés. Ça nous permet notamment de chercher des experts. Et le thème qui était derrière, c'était « Become social, be the Facebook of the enterprise ». Vous voyez la puissance qui est derrière, c'est de se dire tout un réseau social d'entreprise. Si ça me permet de mieux chercher mes experts, si ça permet de mieux connecter mes collaborateurs, si ça permet également de mieux embarquer mes clients et mes fournisseurs, vous voyez la puissance qui est là et qu'on va vous présenter. Donc la première table ronde, et là je vais avoir le plaisir d'accueillir mon premier invité, mais avant de l'accueillir, je vais présenter son entreprise, non pas avec mes mots, mais avec une vidéo. Il s'agit de M. Marfouk de LVMH qui me rejoindra juste après la vidéo. Vidéo, s'il vous plaît. Monsieur Mohamed Marfouk, directeur des opérations chez LVMH, merci d'avoir accepté notre invitation, à la fois de témoigner, mais également d'animer cette première table ronde. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Christian, merci beaucoup de m'avoir invité et merci de nous avoir invités pendant la journée de la femme. Alors on a demandé à beaucoup de nos boutiques de rester spécialement ouvertes après 16h30 pour certains d'entre vous qui aimeraient célébrer les femmes comme il se doit. Et ils seront ravis de vous accueillir.
je vais passer un petit peu de temps pour vous présenter un petit peu le groupe LVMH, parce que beaucoup de gens connaissent nos logos, connaissent un petit peu certaines de nos maisons, pas toutes nos maisons, d'où le petit générique qui ont déroulé quelques-unes. Et puis après, vous parler de notre expérience dans la partie sociale. On va passer rapidement. On a la chance d'être le premier groupe mondial de luxe et c'est vraiment quelque chose à laquelle on tient et qui nous fait énormément plaisir. On a un portefeuille de plus de 70 marques. Vous en avez vu quelques-unes, d'un Château Yquem à un Dom Pérignon dans la partie vin et spiritueux, d'un Berluti à du Dior dans la partie mode et maroquinerie, en passant par un Louis Vuitton. On est dans le domaine de la distribution sélective et vous allez voir un certain nombre d'autres notre marque. On a réalisé 23 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière et nous possédons en propre un petit peu plus de 3000 magasins et on est proche des 100 000 collaborateurs aujourd'hui. Une particularité du groupe LVMH, c'est d'être un groupe extrêmement jeune. Nous sommes un groupe, le groupe a été créé en 1987, mais les marques qui constituent ce groupe-là, comme vous pouvez le voir, notre plus ancienne Château Yquem, 1593, donc on a des maisons qui sont extrêmement enracinées, qui sont plusieurs fois centenaires, et qui ont été, avant de rejoindre le groupe LVMH, pour beaucoup d'entre elles, des concurrents. Gardez ça en tête parce que c'est extrêmement important quand on va commencer à parler de social et de commencer à faire travailler les gens ensemble. Comment on va faire travailler ensemble des gens qui ont été, et pour certains qui sont toujours aujourd'hui, même en appartenant au groupe LVMH, des concurrents entre eux. Et c'est quelque chose que nous encourageons et quelque chose que nous trouvons extrêmement sain. Nous sommes divisés je dirais en branches. On a la branche vin et spiritueux, la partie mode et maroquinerie, les parfums cosmétiques, montres et joaillerie, distribution sélective, et puis après autres activités comme la presse, comme la construction de bateaux de luxe avec Royal Van Lent et le domaine de l'hôtellerie dans lequel on vient de nous lancer. Les ventes, malgré la crise, on est très très heureux et on croise les doigts pour que ça continue. Nous avons eu une croissance extrêmement saine encore l'année dernière avec un plus 16%. Un résultat opérationnel courant qui continue à augmenter comme vous le voyez ici. Et la partie cash flow, si vous la voyez diminuer un petit peu, c'est tout simplement parce qu'on a été peut-être un petit peu trop gourmand dans les acquisitions l'année dernière. C'est pour ça qu'on a dépensé pas mal de cash dans des acquisitions. On a un portefeuille bien équilibré entre les différentes branches. La branche montres et joaillerie, qui ne représentait que 8% grâce à l'acquisition de Bulgarie l'année dernière, va prendre un petit peu plus d'ampleur, donc ça sera un petit peu plus équilibré. Donc on va dire qu'on est un acteur du monde du luxe qui est assez équilibré entre les différents secteurs. Et cet équilibre est aussi là à travers les différentes géographies, puisque vous voyez, c'est à peu près un tiers de notre chiffre d'affaires est sur l'Europe, si vous rajoutez l'Europe hors France plus la France, un tiers en Asie, et vous avez l'autre tiers qui se partage entre les États-Unis et le reste du monde. Les États-Unis restent, et de très loin, notre premier pays aujourd'hui. Notre leadership se base et a été bâti pendant les 20 dernières années sur nos marques, des marques très fortes, une très forte rentabilité qui nous permet de continuer à investir. Et sur une identité de ces marques qui est extrêmement forte et un management extrêmement décentralisé de nos maisons. Ça, c'est des données qui ont fait le succès du groupe et des données auxquelles on tient énormément et dont on a tenu compte au moment de la construction de notre projet social. La créativité est ce qui nous fait vivre. Ce qui fait rêver nos clients, c'est les nouveaux produits qu'on est capable de sortir chaque année. Je suis un ancien des biens de grande consommation et c'est vrai que notre grande fierté, c'est de dire qu'on fait 10%, 15%, 20% dans notre chiffre d'affaires avec des nouveaux produits. Nous avons des maisons qui font 100% de leur chiffre d'affaires avec les produits de la saison. Les maisons de mode et maroquinerie, ils font 2 défilés et c'est 2 défilés qui donnent lieu à 2 buy-in sessions. Donc 100% du chiffre d'affaires est fait avec les produits du défilé. Donc l'innovation et la créativité est le maître mot de notre groupe. C'est encore plus important pour certaines maisons que pour d'autres, mais c'est quelque chose qui nous anime fondamentalement. Alors, je vais en arriver maintenant à la partie projet et la genèse de notre projet social. La genèse de notre projet social, c'est quelque part comment on va renforcer la culture d'un groupe LVMH qui est extrêmement jeune
et qui est constitué par des maisons qui sont plusieurs fois centenaires et qui sont concurrentes entre elles. C'était ça notre genèse. Comment on va permettre à une culture LVMH de se diffuser? Comment est-ce qu'on va créer plus de collaboration entre les maisons? Comment on va créer une atmosphère de compétition? On est compétiteur. Un Dior Parfum regarde Guerlain comme un compétiteur. Et c'est normal. Et un Guerlain va regarder un Givenchy comme un compétiteur. Et c'est tout à fait normal. Mais il y a un certain nombre de domaines où un Dior, un Guerlain et un Givenchy doivent être capables de coopérer. Donc c'est un petit peu la genèse de nos projets, c'est comment permettre à ces maisons-là de collaborer ensemble, d'où un projet DSI qui a commencé à fusionner les éléments d'infrastructure, d'architecture pour mettre ceci en place. Et en parallèle, il y avait un projet qui partait de la direction de la communication, qui avait l'habitude de diffuser un magazine papier qui s'appelle Eyes, qui nous permet de, je dirais, de connaître un petit peu ce qui se passe dans l'ensemble des maisons, et qui avait envie de remplacer ça par quelque chose d'un petit peu plus, je dirais, dans l'air du temps. Je crois qu'on est passé sur ça. Donc l'objectif, c'est de renforcer la culture et l'image du groupe LVMH, et comment est-ce qu'on va permettre aux gens d'échanger, de collaborer sur un certain nombre de sujets. La cible, tous les salariés du groupe, dans toutes les géographies. C'est ce qu'on souhaitait couvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fusionné les deux projets. On a fusionné le projet de la direction de la communication et le projet de collaboration qui était mené par la DSI, parce que l'un nourrit l'autre. Et comme vous allez le voir, la création des espaces ou la façon dont on a architecturé le projet va permettre à la DSI de capter du trafic à travers la com, qui va attirer un certain nombre de personnes. Et au niveau de la direction de la com, le fait que tout ça soit intégré sur un même portail va permettre aussi d'unifier le trafic et d'attirer ce trafic vers le site de la communication. Donc notre intranet, et vous aurez le temps de le voir ou de poser quelques questions, est architecturé autour de 3 espaces. Un espace magazine, et on va voir un petit peu quelques photos, quelques slides là-dessus, qui est une section qui va être éditorialisée par le groupe, donc la mise en avant d'une initiative quelconque qui se déroule dans l'une de nos maisons. Un espace de communication pour les maisons, donc c'est pour chacune des maisons de mettre en avant une initiative qui est en train de se dérouler. Un espace connection auquel vous êtes peut-être un petit peu plus familier, donc c'est l'espace collaboratif connection où on va retrouver toute l'activité sociale. Et un troisième espace qu'on a appelé un espace services, qui va, je dirais, donner tous les outils de bureautique, tous les outils dont on a besoin au quotidien. Donc ça va du transfert de grands fichiers, ça va au chat, et tout ça regroupé dans un même espace. Ça a été vraiment pour nous la pierre angulaire dans le design de tout ça, de dire comment on va articuler ces 3 espaces pour que la personne n'ait plus qu'un seul endroit où elle va aller pour retrouver l'ensemble des outils qui lui sont nécessaires. Voici un snapshot de ce que ça donne. Donc là, vous avez une certaine vue de cet espace-là. Quelqu'un qui aurait choisi la partie magazine comme espace, donc il va avoir la partie magazine avec l'éditorial et avec les dépêches qui arrivent de l'ensemble des maisons. Et il aura quand même d'ouvert sur la partie droite, ici de l'écran, il aura une partie services en mineur et une partie connection en mineur. La même personne qui prendrait la partie connection en majeur, vous voyez, il se retrouve dans un espace connection pour la partie collaboration, et il aura toujours sur sa gauche la partie services qu'il n'a pas ouvert, plus la partie magazine qui va devenir mineure. Donc l'idée globale, c'était de réunir dans un même environnement la partie magazine qui va donner des informations très marketing. Alors les informations, c'est des articles, c'est des photos, c'est de la vidéo, c'est vous voyez tout type d'informations. Et la partie connection où il va se retrouver dans un espace collaboratif, comme vous pouvez en voir. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je sais qu'après, il va y avoir des sessions, je crois, de questions-réponses. On est à l'aube du lancement de ceci, après quelques années de travail avec certains de nos partenaires qui sont ici dans la salle. Ça a été dur, ça a été, je dirais, quelques années de combat pour arriver à structurer ça. Et je vous avoue que travailler avec une direction de la communication qui est extrêmement pointilleuse sur le graphisme, sur comment chaque espace devait être architecturé, la taille des écrans, la taille des fontes et autres, nous a énormément enrichi. Ça a été un beau challenge, mais je crois que vous voyez ici le rendu et qui est un rendu qu'on l'espère va plaire à l'ensemble de nos consommateurs et va nous permettre à l'ensemble de nos collaborateurs et va nous permettre de les attirer vers cet espace-là. Merci beaucoup, Monsieur Marfouk.
Je vais vous inviter, venez avec moi, je vais vous inviter à vous installer là et je vais inviter les participants de la table ronde, donc Pierre Milsan qui va être animateur de cette table ronde et puis les participants de la table ronde, veuillez s'il vous plaît rejoindre cette estrade et je vais demander donc à Pierre d'animer maintenant cette table ronde autour du thème du social, qui va donc permettre aux uns et aux autres d'échanger sur le marché, vous allez voir. Bonjour, eh bien, écoutez, je suis ravi d'être parmi vous. On va animer cette table ronde autour de cette thématique du réseau social. On va le voir sur la dimension interne dans l'entreprise, la dimension médias sociaux sur Internet et essayer de comprendre quels sont les enjeux qui ont amené chacun de ces acteurs, consultants, entreprises, intégrateurs, agences marketing sur le web, d'appréhender ces sujets-là. Je vais vous présenter les personnes qui vont intervenir. On va commencer par Robert. Donc Robert Plazinski, vous êtes directeur associé chez Novalliance, en charge de la direction stratégique et du marketing des offres. Depuis 15 ans, vous avez une expérience dans le domaine du collaboratif et depuis 2007, très actif sur le domaine des réseaux sociaux, notamment en charge pour des grands comptes sur ce type de projet, comme LVMH en particulier, mais également Vinci, AK, donc un certain nombre d'autres clients qui sont acteurs de ce sujet-là. Jean-François Ruiz, vous êtes co-créateur d'une agence de web marketing, PowerOn, blogueur émérite et reconnu sur la blogosphère avec votre site Web2 Info. Et vous êtes très actif dans le sujet des médias sociaux sur Internet. On verra avec vous comment cela impacte la vie des organisations. Monsieur Marfaux, qu'on ne vous présente plus, directeur des opérations de groupe LVMH. Et puis on va peut-être débuter avec Arnaud Rérol. Arnaud, vous avez cofondé et dirigé aujourd'hui la société LECO, ex-Useo, société de cabinet de conseil en organisation pour les grandes entreprises, donc plutôt auprès des maîtrises d'ouvrage. Et vous êtes reconnu aujourd'hui sur le marché pour les différentes études que vous avez menées, notamment la dernière étude d'analyse des réseaux sociaux, tome 4, qui est paru en début de cette année, et pour lesquels un certain nombre de groupes de travaux ont été mis en œuvre à la fin de l'année dernière. Aujourd'hui, vous, à travers cette publication, quels sont les chemins de construction que vous avez identifiés, qui sont choisis par les entreprises pour démarrer ces projets de réseaux sociaux? On voit que LVMH a choisi une voie particulière qui est portée par la direction générale, donc un projet très stratégique finalement. Y a-t-il d'autres chemins que celui-ci ? Alors oui, je pense que chacun peut faire le constat qu'il y a différentes initiatives qui émergent dans l'entreprise. On les a regroupées en 4 chemins. Le premier est peut-être celui qu'on trouve qui est le moins courant, mais qui serait le plus logique, qui est l'approche stratégique, où on a un dirigeant d'entreprise qui développe une vision de ce que doit être son entreprise demain dans l'univers qui émerge aujourd'hui, et qui va mobiliser son organisation autour de cette problématique pour arriver à trouver les usages, faire évoluer les stratégies métiers et outiller ces nouveaux usages dans l'entreprise. Vous avez tous entendu parler de Thierry Breton qui a mobilisé son entreprise autour de ce projet de diminution très forte du mail en quelques années. On a bien sûr aussi des directions des systèmes d'information qui ont historiquement un rôle de moderniser leur organisation par le système d'information en leur apportant de nouveaux outils, mais qui dit outils dit nouveaux usages. Donc ça veut dire une DSI qui va éduquer son entreprise en leur proposant un service, une offre de service pour développer ces nouvelles pratiques, notamment collaboratives, mais aussi autour du SI métier. Et puis, plus récemment, du fait notamment de la démocratisation du SaaS et de l'offre sur le marché, on a les métiers. Les métiers qui se disent, en regardant autour d'eux, dans d'autres entreprises, chez leurs concurrents, qu'il y a des nouvelles formes d'organisation qui se mettent en place pour faire face aux difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui, et qui se donnent la possibilité d'expérimenter dans un premier temps et de développer ces nouveaux modes de travail en utilisant des offres SaaS. Sans lancer de projet informatique, ils développent une plateforme et on a comme ça des directions marketing, par exemple, qui peuvent se doter d'un outil. Et puis le dernier chemin, ce sont les utilisateurs. Les utilisateurs qui, de plus en plus, prennent la main sur leur outil de travail, sur leur
smartphone, on en entend beaucoup parler en ce moment, mais également sur les logiciels, sur les softs. Ils peuvent également s'inscrire sur des plateformes de réseau social, et on voit aujourd'hui des plateformes de réseau social d'entreprise sur lesquelles un employé a inscrit son entreprise, a pris possession en quelque sorte du compte de l'entreprise et va, par viralité, inviter d'autres collaborateurs à se mettre en réseau. Et notamment pour faire circuler de l'information, pour tout simplement se tenir au courant de ce qui se passe dans son environnement. Donc il y a des pratiques en réseau qui se développent suivant ces 4 chemins. D'accord. On voit à travers votre étude justement la description que vous donnez de ces 4 voies possibles: stratégie, direction générale, informatique, l'impulsion des métiers, les utilisateurs qui eux-mêmes sont parfois à l'initiative de ces démarches-là. Vous parlez d'une croissance de 60% des réseaux sociaux aujourd'hui dans les entreprises, en tout cas ce qui va arriver dans le courant de l'année 2012. Est-ce qu'il y a un contexte particulier? De quelle manière se développent justement ces usages de réseaux sociaux au sein des entreprises? Est-ce que vous avez trouvé des caractéristiques particulières? Oui, alors 60%, c'est en fait le cœur du marché. On a évalué de manière assez précise à la fois la croissance sur 2011 du marché de la vente de licences SaaS uniquement, et c'est en France. Et on a effectivement une croissance 2011 de 60%, et vu qu'on est sur un mode locatif, on a mécaniquement, on peut avoir des projections assez précises sur l'année 2012. Ce qu'on voit globalement, c'est des entreprises qui cherchent à développer un capital autour de l'usage, et donc certaines d'entre elles vont laisser ces initiatives émerger, des utilisateurs, des métiers, vont bien sûr avoir des DSI qui vont proposer une offre de service. Tout ceci ne va pas se faire simultanément. On va avoir des entreprises par lesquelles ça commence par les utilisateurs. D'autres entreprises, ça commence par le dirigeant. Et la question que beaucoup se posent depuis maintenant plusieurs mois, c'est: doit-on avoir un seul réseau social? Doit-on avoir une seule initiative coordonnée? Ou doit-on laisser émerger ces différentes initiatives? Ça a un impact sur le système d'information? Ça a un impact bien sûr sur le système d'information, ça a un impact sur les métiers de la DSI. Il y en a notamment 3. Le premier, c'est en termes de gouvernance. On voit bien que tous les projets de transformation à travers ces nouveaux usages ne passent pas par un projet informatique, ce qui n'était pas le cas auparavant lorsqu'on a optimisé le fonctionnement de l'entreprise par le SI métier, par l'informatisation du SI métier. Le deuxième point, c'est technologique. On a bien sûr une démocratisation avec le collaboratif, et c'est accéléré avec les réseaux sociaux, de l'utilisation du cloud et du SaaS. Donc comment avoir un SI qui va réellement être étendu, c'est-à-dire en partie basé sur des applications, des services en ligne qui sont externes, avec derrière des nouvelles compétences à acquérir, notamment sur les aspects juridiques, au-delà des aspects technologiques. Et puis le dernier point, c'est le métier qui peut changer, puisque même si certaines DSI sont aussi des DSIO, avec le haut de organisation, la part, finalement, on a des DSI qui étaient très centrés historiquement sur le développement informatique et qui vont être de plus en plus portés sur le développement des usages. Et cette démarche-là, elle va conduire à une urbanisation systématique, organisée, gouvernée du système d'information, ou ça risque de rester sur des initiatives très, très dispersées? Alors c'est ce qu'on a cherché justement, ce qu'on a étudié, ce qu'on a cherché à mesurer. Jusqu'à présent, le réseau social d'entreprise peut être perçu comme une brique supplémentaire qui vient s'installer dans le système d'information. Je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, on voit que c'est l'ensemble du système d'information qui se socialise avec des fonctions conversationnelles et de mise en relation qui se développent sur les applications métiers. Donc ça veut dire que le système d'information, en évoluant avec les outils existants, de toute façon va vers la socialisation. Et puis c'est tout un tas de briques qui apportent ces activités conversationnelles et relationnelles. Donc on a, j'ai envie de dire, de fait, un système d'information qui est socialisé. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment harmoniser ça pour éviter ce qu'on a cherché à contourner avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire notamment à mettre de la transversalité, à faire circuler l'information au sein de l'entreprise. Si par ces mécanismes applicatifs, on arrive à un nouveau cloisonnement, on va finalement limiter fortement l'atteinte de la promesse de l'entreprise 2.0. Donc il y a un vrai enjeu autour de l'urbanisation, avec peut-être 2 phases. Une phase où on va vouloir faire émerger ces nouveaux usages, on va considérer que c'est le capital que l'on va pouvoir valoriser à terme, pas les outils. Et puis dans un deuxième temps, rationaliser tout ça, créer des articulations entre ces différentes briques sociales du SI. Bien, merci Arnaud. Je vais peut-être passer la parole à Monsieur Marfouk. On voit effectivement comment vous avez, au sein du groupe LVMH, choisi de développer ces usages des réseaux sociaux, avec la refonte de Voices
Et cette cohabitation entre la dimension collaborative, la présence des services, l'espace magazine institutionnel, je dirais, de la communication de l'entreprise, quel impact ça a en termes d'usage pour vous au sein de l'entreprise? On a vu que vous avez des entités qui sont parfois concurrentes. On voit bien que ça peut avoir une résonance particulière dans ces cas de figure. Quelle est, vous, votre analyse en termes d'évolution d'utilisation de ces services? Pour être tout à fait honnête, il est trop tôt pour nous pour se prononcer sur vraiment l'usage, puisque nous venons de lancer ça, et on va être plutôt dans la démarche que vous avez décrite, qui est on va laisser vraiment une énorme liberté à l'ensemble de nos entités pour créer les nouveaux usages. Et on est vraiment dans la phase où on va encourager les gens. On aimerait bien qu'il y en ait pléthore. On sait que partout, il va y avoir une espèce de courbe de Gauss où on va avoir une naissance d'énormément de communautés, une naissance d'énormément d'initiatives. Il y a certaines qui vont survivre et certaines qui vont mourir parce que malheureusement, elles n'avaient pas de vraie raison d'être. Donc on est plutôt aujourd'hui dans une phase d'encouragement des gens à créer l'ensemble de ces communautés. Alors, il existait, avant qu'on lance Voices, un certain nombre de communautés qui correspondent aux fonctions transversales du groupe. Des fonctions comme la DRH, des fonctions comme la supply chain, les achats, les ressources humaines, les trésoriers, qui utilisaient jusqu'à maintenant, je dirais, des intranets, des emails. Vous savez, pour celui qui n'a qu'un marteau, tous les problèmes prennent la forme d'un clou. Donc quand on n'a qu'un email à sa disposition, beaucoup de choses, beaucoup de communications se passaient par des emails ou par des petits intranets. Donc aujourd'hui, nous, on a préféré peut-être faire une démarche qui était peut-être à l'opposé de ce que font beaucoup de gens. On a préféré urbaniser le système d'information dès le départ pour dire voilà les outils, voilà un socle qui va nous permettre de maîtriser ce qui se passe. Par contre, pour l'usage, on a laissé énormément de liberté aux gens pour dire voici les outils, on va vous accompagner, dites-nous quelles sont les idées que vous avez pour qu'on puisse les développer avec vous à l'intérieur de ces outils-là. Ça a donc eu un impact en termes d'organisation au niveau du système d'information lui-même pour répondre à ces attentes de diversité d'usage, et vous avez mis en œuvre des mécanismes particuliers? Oui, ça nous a emmené vraiment à reprendre en main les divers systèmes, ne serait-ce qu'à commencer par l'email, par le chat, par les transferts, et de regrouper ça dans une plateforme unifiée au sein du groupe, ce qui n'était pas le cas auparavant, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui, puisqu'on est encore une fois en train de le faire. On était sur un certain nombre de sociétés qui avaient leur système d'information en propre. Guerlain, quand elle a rejoint le groupe, avait son système d'information et elle continue à opérer son système d'information. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui crée une pierre angulaire en termes d'infrastructure et en termes de moyens qui va nous permettre demain de socialiser l'ensemble des applications en leur donnant le mécanisme infra, le mécanisme architecture qui va permettre à tout le monde de se connecter et de ne pas avoir à le refaire après une fois qu'on a une multitude d'applications, de dire maintenant il faut faire une pause pour qu'on les remette tous dans un même ensemble. On voit que ce domaine collaboratif de réseau social au sein de l'entreprise est une vraie opportunité de réappropriation par le système d'information et d'homogénéisation, d'urbanisation de ces démarches globales finalement. Absolument. Qui vont permettre de faire converger les initiatives qui ont pu avoir lieu dans diverses entités. Tout à fait. Et c'est extrêmement important pour nous, encore une fois, compte tenu de la jeunesse de ce groupe-là et de l'ancienneté des entités qui le constituent, de reprendre en main. Ça ne se fait pas sans difficulté parce qu'encore une fois, on était bien parti pour le faire. On vient de faire l'acquisition d'une société comme Bulgarie qui vient de nous rejoindre il y a 6 mois. Il va falloir se remettre sur l'ouvrage, réenclencher la machine pour les remettre dans le même... Merci beaucoup, M. Marfouk. On va peut-être enchaîner avec Robert. Robert, bonjour Pierre. Vous êtes intégrateur donc, chez Novalliance, notamment auprès du groupe LVMH sur ce sujet-là. Quelle maturité vous avez-vous vu du marché à travers votre expérience sur ce type de projet et d'autres que vous avez en cours actuellement de la percée des réseaux sociaux en entreprise? Tout d'abord, nous, on a constaté 2 phénomènes en termes d'évolution de maturité, puisque M. Marfouk le précisait, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Donc le projet au départ porté par une DSI et puis transféré vers une direction com, donc il y a une évolution en termes de maturité des besoins. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, du projet pilote il y a 2 ans à des projets de production aujourd'hui, le phénomène le plus marquant est qu'on est passé d'un projet technologique à un projet d'entreprise. Et ça, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui, puisqu'en face de nous, il y a des directions métiers, des DRH, la com, des ingénieurs, un service après-vente. Là où il y a 2 ans, effectivement, le phénomène était différent. C'était un petit peu le nice to have. On devait y aller, c'était bien. Dans le cas d'LVMH, effectivement, ils sont innovateurs, donc directement, ils nous ont contactés. Mais d'autres sociétés aussi se sont dit, voilà, on ne connaît pas du tout les tenants et les aboutissants, on souhaite y aller, on ne sait pas encore comment, donc on va démarrer petit. Et ce qui est intéressant dans les projets pilotes que nous avons menés, c'est qu'on a passé plusieurs versions.
Les produits ont évolué en termes de maturité, puisqu'ils ont répondu, si on prend le cas, à un certain moment, se posait la question de la modération, qui est venue avec une de vos versions antérieures. Il le fallait pour que ce soit un projet d'entreprise. Et donc, ces projets pilotes, projets technologiques, aujourd'hui, clairement, sont des projets d'entreprise. Donc, de nouveaux interlocuteurs qui ne sont plus forcément des interlocuteurs informatiques, des métiers. Ça correspond à des besoins variés qui sont identifiés. Vous avez déjà répertorié cette liste d'expressions qui sont émises par les métiers, par exemple? Alors, répertorier est un grand mot, mais ce qui est intéressant, le dernier cahier de charge que nous avons reçu, 200 pages. Donc on voit vraiment qu'il y a une belle maturité dans ce sens, là où il y a 2 ans, c'était une petite page A4. Donc nos interlocuteurs, si on prend un petit peu le panel de nos clients aujourd'hui, je prends le cas d'LVMH, effectivement, l'innovation, la DSI, on doit y aller, on va de l'avant, puis transfert vers une direction com, avec des exigences, et c'est ça qui était intéressant, puisque effectivement pour nous, 2 petits pixels à gauche ou à droite, pour des gens IT comme pour nous, ce n'est rien, mais pour la direction, puisque comme le disait ce matin, j'échangeais avec M. Marfou, qui me disait, tiens, c'est dans l'ADN de notre entreprise. Donc pour nous, effectivement, ces 2 petits pixels, ça a une importance, et c'est un des travaux les plus aboutis, puisqu'on a soigné l'ergonomie, et je vois ici la typo, les fontes, tout a été choisi, rien n'est laissé au hasard. Et ça a vraiment été un travail au quotidien avec les équipes com. Et là, on peut vraiment dire que c'est un projet com pour un projet transverse. Groupe de luxe prestigieux, donc très attentif à son image. Effectivement. Si je prends un autre cas, un client, nous, Akia Technologies, là, directement, un besoin au niveau de la R&D, des bien précis, donc des communautés. Ils ont 5-6 000 ingénieurs. Des besoins, ce n'est pas la com qui a porté dès le départ, c'est vraiment des gens métiers. Ils nous ont dit, voilà, on doit échanger, on doit capitaliser sur notre savoir-faire, on doit partager ce savoir-faire, puisque nous avons des ingénieurs chez Airbus, à la SNCF et dans d'autres sites. Comment faire? Là, on n'est plus dans le luxe, on est dans l'ingénierie pure. On est dans l'ingénierie pure. L'automobile, l'aéronautique. Tout à fait. Donc, pas du tout la com, l'esthétique, vous le verrez, je crois qu'il y a une capture d'écran juste après, on y a travaillé, puisqu'il y a ce phénomène d'adoption. Mais le plus important, c'était des community managers, c'était des ingénieurs en face de nous, des interlocuteurs différents. Et c'est ça qui est intéressant au travers de toutes nos références et de tous nos projets, c'est que pour chaque projet, nous avons des interlocuteurs différents. Je prends le cas de SPI Batignolles, entreprise BTP, ils se disent oui, on doit y aller, mais on ne va pas déployer l'ensemble de ces solutions. Déjà pour nous, rencontrer, retrouver, rechercher l'expertise parce que c'est important pour nous, on va mettre en emphase la partie profil. Un autre client type Gessina, donc petite structure, hein, donc ça aussi en termes de maturité c'est important. Il y a des grandes entreprises que vous avez citées, et là Gessina c'est plutôt de la grande PME, mais ça reste de la grande PME. Et ça aussi, parce que souvent au démarrage nous voyons de grandes entreprises, mais aujourd'hui ce sont des PME qui s'adressent à nous, 400 personnes, ils ont les mêmes besoins qu'un groupe LVMH, à des niveaux différents, mais le besoin d'échanger, de partager, de collaborer est le même. Et donc ça, c'est aussi intéressant. Donc une diversité d'interlocuteurs et une diversité d'entreprises cibles qui s'intéressent de plus en plus à ce sujet des réseaux sociaux. Sans être indiscret, pourquoi vous avez choisi IBM? Qu'est-ce qui vous a amené à prendre la technologie d'IBM qui, sur ce sujet-là, correspond exactement à vos attentes en tant qu'intégrateur, vous, bien sûr? Alors, un des éléments premiers, bon, ça c'est venu naturellement puisque nous sommes partenaires IBM. Ensuite, nous avons étudié un petit peu les différentes solutions. Et je rejoins un petit peu Arnaud, c'est important pour nous que la solution soit ouverte, s'intègre dans une SI. Hein, chaque société hérite d'applications et autres. Dans le cas d'LVMH, ils ont fait des choix complètement autres au niveau portail qu'IBM, avec des outils de gestion et des applicatifs différents, mais on a pu intégrer, grâce à cette ouverture de connection, tout le dispositif et toute la partie, la couche sociale. Et ça, pour nous, en tant qu'intégrateurs, c'est très important. Les API, tous les toolbox qui sont offertes à nos développeurs pour intégrer aujourd'hui Connection avec des outils BI, avec des outils de GED, avec des portails d'entreprise, eh bien pour nous, c'était un élément majeur et c'est un de nos choix et c'est la raison pour laquelle nous avons continué avec cette direction. On vous embauche au marketing. Merci. Merci. Je vais enchaîner avec Jean-François. Jean-François, donc je disais que vous étiez blogueur, reconnu émérite sur le domaine du Web 2.0. D'ailleurs, vous allez avoir, vous sera remis à l'issue de la journée quand vous quittez les locaux d'IBM. N'hésitez pas, puisque Jean-François a coécrit à plusieurs mains un ouvrage qui s'appelle Réussir avec les réseaux sociaux, sur Internet bien sûr, donc on parle plutôt des médias sociaux dans ce cas-là. Mais un ouvrage vous sera remis, un exemplaire vous sera remis à la sortie de la journée Lotus Fair. Donc pensez à le demander. C'est devenu ma lecture de chevet quand j'ai fini mon iPad et de tweeter bien sûr.
Mais je suis un fervent défenseur de l'écrit encore. J'achète mon journal tous les matins. Pensez à le faire, c'est bien aussi. Sur le sujet des médias sociaux, on voit bien la préoccupation de l'usage des réseaux sociaux en interne dans les entreprises. Cet usage, il est quand même venu d'abord par l'extérieur, avec la présence d'outils comme Facebook, comme Twitter, LinkedIn et autres. Pour les entreprises, où se situe la frontière entre la menace et l'espérance de gain qu'ils peuvent en tirer aujourd'hui dans leurs usages quotidiens, sachant que, comme disait Christian Bonafont en introduction, IBM est une entreprise qui aujourd'hui a des dizaines de milliers de Twitter qui sont présents. On est nous-mêmes très actifs. Sur notre page d'accueil ibm.com, vous avez la liste des gens qui sont des experts et qui peuvent vous adresser des recommandations. Comment ils perçoivent ça en tant qu'entreprise en termes de menaces ou d'opportunités? Alors, je pense que déjà il faut savoir qu'est-ce qu'elles en font, et j'aimerais savoir un petit peu à qui je m'adresse aujourd'hui. On va faire un petit vote à main levée rapide. J'aimerais savoir qui parmi vous est inscrit sur Facebook. Levez la main s'il vous plaît. Donc on a un bon 90% peut-être de la salle. Ça aurait été plus simple de faire la question inverse, mais bon. Qui est sur Twitter? Levez la main s'il vous plaît. Un peu moins déjà, on est peut-être 60%. Et Viadeo et LinkedIn, ou un réseau professionnel, vous voyez, à tout le monde là quasiment. Donc c'est très intéressant de se dire que finalement aujourd'hui les entreprises sont présentes. Le premier usage qu'elles en font, c'est un acte de présence. Tous les collaborateurs, tous les professionnels aujourd'hui sont présents sur ces réseaux-là. Donc Viadeo en France c'est déjà 5 millions d'inscrits. Facebook on est sur 21 millions. Donc c'est presque les pages blanches 2.0, tout le monde y est, monsieur tout le monde y est. Et Twitter reste encore un peu réservé à une certaine élite qui veille, qui communique. Donc c'est beaucoup de communicants, beaucoup de veilleurs. Donc ça je pense que c'est la première chose, c'est l'usage personnel que font les entreprises. Après il y a un deuxième niveau qui est plutôt le niveau qu'on va appeler du community management, où là les entreprises se posent de la question de la prise de parole en tant qu'entreprise. Et là vont se poser des questions, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une page Facebook? Qu'est-ce qu'on va leur raconter? Est-ce qu'on ouvre un blog? Et donc, il y a tout un tas d'entreprises qui en sont aujourd'hui à ce niveau-là. Parce que, de toute façon, vu que tout le monde y est, même si LVMH, par exemple, ne faisait rien sur Facebook, elle y est forcément, cette marque, et toutes ces marques y vivent aujourd'hui parce que les utilisateurs s'expriment sur ces marques-là. Ça, je pense que c'est le deuxième niveau. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont mis en place des ressources pour gérer ça. Et le troisième niveau, c'est qu'est-ce qu'on fait après? C'est-à-dire une fois qu'on est capable de parler, comment on va utiliser finalement ces réseaux-là comme de nouveaux leviers de croissance, de relations clients. De plus en plus, on entend parler des usages du social CRM, de savoir finalement comment on va gérer ces nouveaux canaux et ces nouvelles interactions dans les entreprises. Est-ce qu'il y a alors des bonnes pratiques, des recommandations que vous pourriez faire dans le cadre d'application d'une stratégie digitale sur ces médias sociaux pour que les entreprises évitent des écueils, des problématiques qu'elles seraient auxquelles d'être confrontées dans leur quotidien? Ah oui, tout à fait. Alors, avant de parler et de s'exprimer sur les réseaux sociaux, il faut savoir écouter. Savoir quelle est votre présence aujourd'hui, qui parle de vous, où. Donc on parle beaucoup de social media monitoring, donc l'idée de surveiller un petit peu à 360 tous ces réseaux pour être déjà au courant de ce qu'on dit de vous avant d'agir là-dessus. Donc ça c'est la première chose. La deuxième bonne pratique pourrait être de définir des guidelines, des social media guidelines, qui auraient plutôt pour vocation d'encourager les usages positifs pour les différentes parties dans l'entreprise. Par exemple, pour du commercial, ça peut être aller chercher de l'information qui va être à valeur ajoutée dans une démarche commerciale. Pour la direction, ça va être trouver des partenariats. Pour les RH, ça va être d'identifier des talents. Donc, essayer de mettre en place un cadre de prise de parole à l'intérieur de l'entreprise. Je pense que la troisième guideline, le troisième... recommandation. Oui, tout à fait. La troisième recommandation pourrait être de capitaliser sur le capital social de l'entreprise. C'est-à-dire que, vous l'avez vu, vous êtes tous aujourd'hui sur les réseaux sociaux professionnels. Cependant, il est fort probable que la majorité d'entre vous n'ait pas encore d'initiative d'entreprise pour vous rassembler dans des communautés à l'intérieur de ces espaces et qui puissent, de cette manière-là, capitaliser avec vous sur la présence de l'entreprise sur ces réseaux publics. Finalement. Donc ça, c'est les bons usages. 2-3 écueils majeurs à éviter pour une entreprise qui se lancerait tête baissée sur les médias sociaux, sur Internet, et qui
serait confronté au premier mur venu? Alors je pense qu'il y a des croyances qu'il faut combattre. Il ne suffit pas d'avoir une présence pour que ça marche. Il ne suffit pas de créer un compte Facebook, une page Twitter pour qu'il se passe quelque chose. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut bien comprendre que ça prend du temps et que si vous commencez à vous exprimer sur les réseaux sociaux, ça va être difficile de mettre... C'est pas parce que c'est Facebook, Twitter qu'il faut mettre quelqu'un de la génération Y ou Z qui parle couramment cette langue pour avoir des résultats. Pensez également que un fan, la course aux fans ne va vous servir à rien, ou aux followers ne va vous servir à rien tant que vous n'en faites rien. Un fan vaut aujourd'hui 0 tant que vous n'avez pas engagé avec lui, vous n'avez mis pas au point un dispositif relationnel qui va vous permettre de créer de la valeur. Donc ça, c'est vraiment des écueils à éviter. Alors justement, ce titre-là, si on accumule des fans sur sa page Facebook, est-ce qu'on peut espérer du ROI à terme ou pas? Et est-ce qu'il y a des éléments de ROI qui sont quantifiables? Alors la fameuse question du ROI, je pense que oui, aujourd'hui, on commence à avoir des métriques qui nous permettent de mesurer le retour sur les actions qu'on mène sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est à chaque entreprise de le définir. Et un écueil que j'ai oublié tout à l'heure, c'est de se lancer sans avoir défini un objectif. Il ne faut pas y aller pour y aller, il faut y aller pour des objectifs précis, que ce soit de la relation client, du développement commercial, du recrutement. Et en fonction de ça, on va définir ces objectifs. Donc aujourd'hui, les retours que l'on peut mesurer, ça peut être collecte de leads, transformation d'affaires, ça peut être aussi sur l'aspect relations presse, médias, présence, notoriété. Donc ça se mesure en nombre d'articles qui ont été publiés suite à des actions. Ça peut être aussi de la génération de participation à des événements, comme aujourd'hui. Je suppose qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui viennent parce qu'il y a eu des actions menées par IBM sur les réseaux sociaux afin de vous sensibiliser auprès de cet événement. Donc ça, c'est des choses que l'on peut mesurer aujourd'hui et qui nous permettent finalement d'avoir une meilleure visibilité sur les ressources et les moyens engagés dans ce Merci Jean-François. Monsieur Marfouk, je suppose que en tant que vous êtes client prestigieux dans le luxe, ces sujets-là sont des vrais sujets de préoccupation pour vous. La présence du groupe LVMH et de ses différentes marques sur les réseaux sociaux, vous faites ce constat que vous êtes très engagé effectivement dans ces réseaux sociaux et que vous en tirez un parti pour l'instant qui commence à être positif? Franchement, très difficile de rajouter quoi que ce soit après ce qui vient d'être dit. C'est du bon sens. Aujourd'hui, le social media, comme son nom l'indique, c'est un autre média. Donc aujourd'hui, il faut que vous déterminez qu'est-ce que vous essayez de faire d'abord, quel est mon objectif. À partir de cet objectif, on détermine quelle est la target à laquelle on s'adresse et cette target, où est-ce qu'elle se trouve. Et on va la chercher là où elle se trouve. Quand elle lit de la presse féminine, on va être sur la presse féminine. Quand elle est sur Facebook, on va être sur Facebook. Quand elle est sur Twitter, elle va être sur Twitter. Nous sommes extrêmement présents sur les médias sociaux parce qu'on voit vraiment un changement des usages et on a énormément de gens, malgré notre souhait de demander aux gens de continuer à acheter de la presse papier, on voit que les gens passent de plus en plus de temps sur ces médias-là et nous avons des gens qui s'inscrivent et qui seront des followers. Si vous regardez une marque comme Louis Vuitton, ça se compte en plusieurs dizaines de millions aujourd'hui, le nombre de fans sur Facebook et des gens qui suivent. Nous avons une petite marque de cosmétiques qui s'appelle Benefit aux États-Unis, qui est positionnée déjà sur le mode de l'humour, sur le mode de la caricature. Tous leurs produits ont des noms fancy et c'est vraiment le genre de marque qui se développe à travers ces médias, mais d'une façon extraordinaire par la publicité virale, par le tweet. Et aujourd'hui, ils ont un nombre de fans et leur budget est pratiquement un nouveau canal, des effets de levier sur ce canal-là, parce que voilà, c'est un canal où elle va trouver ses consommateurs. Nous avons d'autres marques qui s'adressent à d'autres cibles qui ne vont pas se retrouver là. Donc, ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter, mais ce n'est pas le média sur lequel ils vont dépenser la majorité de leur budget. Donc, c'est vraiment un canal comme un autre. Il faut y être parce que c'est un canal qui est en plein mouvement. Il faut qu'on continue à investir dans la compréhension de notre population, de nos consommateurs, où est-ce qu'ils se trouvent et comment ils veulent interagir avec nous. Ça, c'est aussi extrêmement important pour nous, comment ils veulent interagir. On a des clients qui veulent interagir avec un call center, il faut qu'on garde un call center. Et il y a des gens qui veulent avoir des tweets, il faut qu'on soit capable de leur envoyer. Gardons le papier avec l'iPad. Absolument. Et je vous remercie de ce panorama et de ce tableau assez exhaustif, je pense, de différentes approches qu'on a pu avoir sur à la fois les réseaux sociaux internes d'entreprise, l'usage des médias dans l'externe et puis le point de vue à la fois d'un client et d'un intégrateur. Un petit mot de conclusion peut-être pour clore cette table ronde. Arnaud, un sujet de préoccupation pour l'année 2012 à l'issue des travaux des différents tomes précédents de l'étude des réseaux sociaux d'entreprise et qui vous porte aujourd'hui?
Alors, pas forcément un sujet de préoccupation, mais en tout cas un sujet qui va se développer en 2012, qui a déjà commencé, c'est l'analytics. Donc l'analyse en fait de toutes les occurrences sociales sur ces réseaux sociaux d'entreprise, et c'est également sur les médias sociaux. Mais si on parle de l'entreprise, c'est tout simplement se donner les moyens de l'ambition de tenir la promesse de l'entreprise 2.0, qui, je rappelle en un mot, c'est d'être capable face à une problématique donnée, de mobiliser la bonne personne. Une problématique nouvelle, identifier la bonne personne ou les bonnes personnes susceptibles de contribuer à trouver une solution. Et c'est à travers tous ces indices, à travers toutes ces conversations qu'on va pouvoir cartographier en quelque sorte, mettre en relief au moins les centres d'intérêt, les expertises, les liens entre les gens et donc le crédit qu'ils ont au regard des autres pour arriver à suggérer des mises en relation. Donc ça c'est un exemple d'application de l'analytics, il y en a comme ça. Donc le sujet qu'on appelle du big data aujourd'hui dans le domaine public et qui va s'appliquer à l'entreprise avec cette croissance de contribution individuelle. Et donc l'usage de l'analytics pour aller exploiter ces big data internes. Donner du sens, créer de l'intelligence avec toutes ces données. Robert, un mot ou une phrase? Une phrase, un mot. Pour nous, ce qui est le plus important cette année 2012, la technologie étant maîtrisée aujourd'hui, je vais utiliser un terme anglo-saxon, c'est la partie gamification. Et ce au sens plus large, puisque aujourd'hui, nos clients nous demandent un accompagnement et on s'est aperçu en fait qu'on n'avait pas toute la chaîne. On a les études de cadrage en amont, on a la scénarisation des cas d'usage dans une phase intermédiaire pour donner les clés de la voiture et que notre client puisse faire ses premiers pas, mais quid de l'adoption de l'outil et surtout de l'usage qu'on en fait. Et à ce titre, chez Novalliance, nous avons décidé d'investir et de faire des partenariats avec des sociétés comme Bunchball ou Kudos pour accompagner les utilisateurs finaux dans un aspect ludique, avec une démarche ludique, et de s'assurer que les usages sont effectivement, suivent les bonnes pratiques, parce que ce n'est pas l'outil en soi qui est le plus important, mais bien s'assurer que l'usage qu'on en fait soit atteint. Et pour nous, donc, dans cette démarche, on a voulu et on essaie d'accompagner et d'innover nos clients aujourd'hui par une démarche complète, pragmatique et ludique pour s'assurer de ces nouveaux sujets. Ça fait écho à ce que disait M. Marfouque tout à l'heure. Effectivement, vous êtes en phase de démarrage et l'usage est la pierre angulaire du succès du projet. Et donc, mettre en place des stratégies d'adoption par le jeu, entre guillemets. Le serious game. Le serious game. Le serious game. Attention, c'est ludique, c'est le serious game. Voilà. Mais le jeu voilà, sérieux. Le jeu sérieux. Le jeu sérieux, tout à fait. Et c'est important pour les utilisateurs finaux. On ne les lâche pas. C'est important pour nos clients. Jusqu'au bout, on les accompagne et on s'assure de voir, tiens, où ils en sont dans les usages au quotidien. Monsieur Marfouque, étape suivante, projet Étape suivante pour nous, c'est vraiment développer l'usage. Nous avons passé quelques années à investir dans la partie infrastructure, dans les outils, dans les composantes. Là, vraiment, pour nous, l'ordre du jour, c'est l'usage, l'usage et l'usage. Et c'est pour ça qu'on va favoriser l'innovation. On a laissé une plateforme extrêmement ouverte pour permettre tout type d'usage. On va demander à nos créatifs d'être encore plus créatifs. On va laisser la main aux utilisateurs avant de commencer à regarder quelles sont les initiatives qui voient le jour. C'est urbanisé, maintenant il faut pratiquer. Absolument. Merci. Jean-François, un mot de la fin, il sera pour vous. Alors, moi, je pense que vous avez un challenge. Alors, pour ceux qui sont dans la DSI, les systèmes d'information ici, je pense que vous êtes nombreux. Je pense que le social, ce sera la sociale convergence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parlé d'interne, on a parlé d'externe, mais les frontières de l'entreprise deviennent de plus en plus poreuses avec ces réseaux sociaux. Le privé se retrouve sur le public permet d'améliorer le privé, et finalement on est tous devenus un petit peu des flux d'informations dans ce monde ultra connecté. Et je pense que le challenge, ça va être de savoir au niveau de la direction des systèmes d'information comment on va pouvoir à la fois mixer ces flux internes et externes pour une entreprise qui sera plus intelligente et qui saura trouver le signal dans le bruit. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un manque d'information, mais dans une surinformation. Et ça, c'est des vrais challenges que je pense que vous allez avoir à traiter dès cette année. Merci beaucoup, Jean-François. Merci déjà aux participants de la table ronde, Pierre et à ses invités. Vous avez vu qu'ils ont développé un thème tout à fait important, qui est ce thème de la fusion, du rapprochement entre le système d'information et les métiers. Et c'est très exactement les thèmes qui ont été couverts lors des annonces qui ont été faites à Orlando en début de cette année 2012. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais demander, décidément on a des soucis de son aujourd'hui, je vais donc demander à mon ami,
Gilles Lacombe, de vous faire un rapide retour sur les principales annonces qui ont été faites à Lotusphère Orlando. Ces annonces vont vous être développées ensuite dans les ateliers. Donc c'est en quelque sorte une espèce de petite mise en bouche qu'on vous propose. Et donc Gilles, je te laisse la parole. Merci. Tout le monde m'entend. Bonjour à tous, je suis content d'être parmi vous ce matin. On va le faire d'une façon un petit peu inhabituelle. J'ai la joie et la fierté de diriger une équipe de gens qui sont en orange. Donc vous les soumettez à la question pendant toute la journée. Ils iront beaucoup plus loin que moi dans le détail de ce que je vais vous présenter pendant les 5 minutes qui me restent. On va faire défiler avec Renaud un certain nombre de mots-clés sur les écrans latéraux. Et je vais démystifier ces notions de réseau social, enfin attachées au réseau social dans l'entreprise. Vous savez, quand émerge une technologie, tout le monde hoche la tête devant des notions en pensant les comprendre et finalement tout le monde se dit mais de quoi parle-t-il sur scène là? Donc en fait je vais utiliser une petite vidéo pour illustrer à chaque fois qu'apparaît un mot-clé à gauche et à droite. Alors on a entendu dans la vidéo d'Aka et on a entendu M. Marfouk parler de tout ce qui était réseau social dans l'entreprise. Ici, vous avez à quoi pourrait ressembler l'écran de la prochaine version de Connections. Et centré sur l'individu, donc cette personne a un certain nombre d'informations qui la concernent. Cette personne fait du microblogging. Alors on a entendu dans la salle, on a vu dans la salle que tout le monde était sur Facebook. Ici, il s'agit de faire du microblogging adapté au travail quotidien, pas uniquement pour s'amuser, pas uniquement pour donner ses états d'âme comme on le fait sur Facebook en racontant ses vacances ou ses problèmes personnels. Ici, elle a signé une affaire et elle demande de l'aide à ses collègues ou à son réseau pour avoir des expériences similaires, un problème technique à résoudre, un problème commercial à approfondir, etc. Donc, elle le fait comment? Elle le fait en posant des questions, donc ça évite l'utilisation du mail, donc les gens répondent, il y a un fil de discussion qui s'instaure, on peut revenir plus tard dans ce fil de discussion, et elle le fait vis-à-vis de son réseau. Donc son réseau, c'est quoi? C'est quelque chose qui dépasse l'équipe hiérarchique à laquelle elle appartient. Et par la notion de social analytics, le réseau, ça peut être beaucoup plus que des gens que j'agglomère à mon espace de façon manuelle. Le système, par l'interaction qui a eu lieu dans le passé, par les communautés auxquelles vous appartenez, propose un certain nombre de personnes que l'on peut rajouter ou inviter à son réseau. Et à ce moment-là, je peux travailler sur un sujet particulier technique qui m'intéresse, ou sur un sujet commercial qui m'intéresse, ou sur un client ou un partenaire avec lequel je travaille quotidiennement. Donc ça, c'est une notion clé, le réseau, qui permet donc d'avoir accès à un certain nombre d'informations, rechercher des experts et obtenir des informations en retour. Alors, l'autre notion intéressante, c'est la communauté. On en a parlé abondamment pendant la table ronde. Une communauté, c'est un espace collaboratif dans lequel il y a un certain nombre de modules qui sont activés. Et on voit ici, par exemple, c'est une nouveauté, qu'on peut faire aussi du microblogging limité à la communauté à laquelle j'appartiens. Donc, dans une communauté, on peut discuter, il y a des blogs, il y a des forums, il y a des wikis, et on peut publier de l'information sous forme de fichiers, en l'occurrence, sous forme d'éléments, peu importe la nature du document que l'on met à disposition. Et les gens peuvent télécharger ce document, peuvent le commenter et peuvent à leur tour le partager. Vous voyez aussi que si j'ai des notions, si j'ai des éléments visuels, des éléments graphiques dans cette communauté, ça c'est quelque chose qui est apparu juste à la fin de l'année dernière, je peux rapidement les prévisualiser sans ouvrir ces fichiers. Et puis, on a parlé d'innovation dans le groupe LVMH. On a, de façon standard, tout ce qui peut contribuer à la naissance de nouvelles idées, commenter ces nouvelles idées, voter pour ces nouvelles idées et faire émerger des idées nouvelles. Donc ici, on est dans une communauté qui permet de lancer un produit. Qui dit utilisation de communauté dit aussi quel est l'usage qui est en effet de cette communauté. Et donc il y a des outils qui permettent d'analyser les gens qui se connectent de façon authentifiée, qui contribue, qui fait vivre en fait l'espace collaboratif. D'accord ? Donc il y a des choses qui nous manquaient un petit peu et on verra apparaître avec tous ces outils qui permettent d'analyser l'adoption de ces outils, quelles sont les statistiques attachées à ces communautés. Alors, chose très importante ici, parmi les choses qui avaient été annoncées l'année dernière à Orlando et confirmées cette année et que vous verrez apparaître dans les releases successives des produits au cours des mois qui vont se passer, si je vais sur la page principale de cet outil de réseau social, je trouve ce qu'on appelle un agrégateur de flux social. C'est quoi, simplement ? C'est faire émerger dans une interface unique
tout ce dont a besoin la personne pour travailler au quotidien. Donc ça peut être quelque chose qui provient de la messagerie, ça peut être quelque chose qui provient d'une application, d'un back-end, peu importe, et vous avez la possibilité de travailler sans quitter cette interface-là. Donc ici, vous avez un certain nombre de choses qui apparaissent, ce sont des alertes, qui peuvent provenir d'un CRM, qui peuvent provenir d'un outil de gestion de la relation client. Et ici, par exemple, vous avez un exemple des documents qui ont été publiés, modifiés, sur lesquels on vous demande d'interagir, et donc vous êtes alerté de la publication d'un certain, traitement de texte. Et si vous voulez aller jusqu'à l'édition de ce document, ce qui va se produire ici, donc on voit qui partage, qui commente, qui fait des modifications. Si vous voulez rentrer en édition, qui est une des fonctions possibles, vous allez rentrer dans le cloud en utilisant donc la suite bureautique IBM Docs qui a été annoncée et qui permet de faire de la coédition. Donc chacun a son paragraphe affecté, chacun modifie les informations pour lesquelles il est responsable. Si vous êtes responsable du document, vous pouvez réaffecter les sections et chacun fait son travail dans son domaine particulier. Donc ça, on est dans la suite bureautique Cloud IBM. Donc dans cet agrégateur de flux, qu'est-ce que je trouve aussi, par exemple? Je trouve probablement ici une nouvelle opportunité commerciale qui émerge de la partie CRM sur laquelle je vais pouvoir interagir, valider l'opportunité, modifier l'équipe commerciale, vérifier le revenu par exemple, sans quitter l'agrégateur de flux et sans passer dans l'outil de CRM proprement dit. Et si je descends un peu plus bas, je vais trouver par exemple les documents qui viennent d'être publiés dans la communauté dans laquelle j'étais tout à l'heure. Donc c'est une autre vue, c'est un autre point de vue. Je ne suis pas obligé de rentrer dans la communauté pour voir ce qui se passe. Et ici, par exemple, j'ai une nouvelle note de frais qui m'a été soumise par un de mes collaborateurs et je vois un sous-ensemble des fonctions qui me permettent de travailler rapidement sur cette note de frais, sans évidemment rentrer dans SAP en l'occurrence. Et puis, nous sommes d'accord qu'on va utiliser de moins en moins la messagerie. Cela dit, on va la faire émerger dans la page principale du réseau social. Sous forme, dans le menu ici par exemple, accès à sa boîte courrier. Alors ça peut être, si nous sommes dans un monde parfait, les outils IBM, mais enfin ça peut être aussi les outils de la concurrence, ce n'est pas un souci. Et on voit émerger ici les messages qui continuent quand même d'être échangés. Et j'ai là aussi un certain, je peux répondre à ce message, je peux le forwarder, je peux avoir accès à mon agenda, faire un certain nombre d'opérations sur ma messagerie. Là encore, sans être dans la messagerie. C'est un outil qui est utilisé en fait pour ce qu'il est fait, c'est-à-dire d'échanger un message, mais notre métier quotidien, ce n'est pas de rester dans la messagerie à longueur de journée. Voilà les quelques notions que j'ai brossées avec vous. C'est une introduction aux ateliers qui vont suivre dans le premier round de démonstration qui sont faits par les petits bonshommes orange et les petites femmes orange. Et donc, n'hésitez pas à rentrer dans le détail de toutes ces notions-là. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.